Si une chose est certaine aujourd'hui, c'est qu'on ne manque pas de RPG. Si on résume ce genre de jeu à l'incarnation d'un personnage qui suit une progression régie par un ensemble de règles héritées du jeu de rôle papier, vous trouverez forcément chaussure à votre pied, que ce soit grâce à votre affinité avec un univers, une esthétique, ou même d'autres jeux qui n'ont rien à voir, tellement le RPG a colonisé toute l'industrie. Des arbres de compétences partout, des quêtes secondaires dans tous les sens, des kilos d'équipements à récupérer pour améliorer ses statistiques, plus que de raisons. Oui, c'est même difficile de trouver un jeu AAA aujourd'hui qui n'incorpore pas ne serait-ce qu'un peu de mécanique issue du RPG. Et souvent, pas pour le meilleur. Allez, je vais encore passer pour un aigri. Non mais, qu'on se le dise, tous ces éléments permettent bien souvent d'ajouter une couche de complexité afin d'enrichir le jeu, d'ajouter du contenu, à du contenu, à du contenu, à du contenu. Et pour moi, RPG, c'est pas synonyme de complexité, malgré ce que le genre laisse à penser. Au contraire, c'est faire corps avec un univers, avec des personnages, par le biais en effet d'un système de jeu, mais qui est là pour accompagner l'immersion. Est-ce que ça oblige à faire toujours plus complexe, avec toujours plus de contenu ? Contenu, je déteste vraiment ce mot. Moi je pense que non. Et d'ailleurs, je pense qu'une des sagas de RPG les plus illustres a montré en son temps qu'un RPG pouvait se montrer épuré, diablement efficace et qui a su traverser les années, laissant un impérissable souvenir à tous les joueurs et toutes les joueuses ayant mis la main dessus. Cette saga, c'est Fable et c'est son histoire que je m'apprête à vous raconter aujourd'hui. Bienvenue dans XP. L'histoire débute en 2001 à Guildford en Angleterre. Le studio britannique Bullfrog est couronné de nombreux succès, Populous, Syndicate, Theme Park ou encore Dungeon Keeper. Le studio, racheté par le géant Electronic Arts, est transformé en usine à succès, grossit de plus en plus, passant en quelques mois de 35 à 200 employés. Et les jeux sortent à une cadence toujours plus soutenue. Cependant, cette nouvelle ère dans l'histoire du studio va à l'encontre de la vision de son fondateur et de certains de ses associés, qui décident tout juste de quitter le studio pour partir fonder leur propre société. Cette société, c'est Lionhead, et son fondateur, c'est Peter Molineux. Parmi les personnalités les plus célèbres du monde du jeu vidéo, Peter Molineux tient une grande place et sa réputation fait de lui un homme très controversé. Entrepreneur dans les années 80, Molineux est un concepteur de jeux vidéo mégalomane et une des figures les plus importantes du jeu vidéo d'auteur, entre guillemets. Des titres avec de la personnalité, dirigés à l'image d'un réalisateur de cinéma par un artiste avec une vision précise. Je ne vais pas vous faire toute la biographie de ce cher Molineux. Pour ça, les collègues JDG, Hardisk et le média JV ont déjà fait des vidéos complètes qui vous donnent une bonne idée du personnage. Même si, que vous pouvez vous en douter, c'est pas facile de faire la part du storytelling de la réalité. Ouais, surtout avec un mytho comme lui. Pour en revenir à 2001, comme vous pouvez l'imaginer, l'expansion de Bullfrog n'est pas vraiment en accord avec la philosophie de Molineux, qui décide avec ses associés dans un pub, histoire de faire ça de manière bien british, de revenir à une équipe plus petite, installée dans le manoir de Peter Molineux et comportant de grands noms de la fantasy britannique, comme Steve Jackson, un des co-créateurs de Warhammer. Lionhead est né, et de premiers titres ambitieux paraissent comme Black and White, un god game intégrant une créature mythologique munie d'une IA adaptative qui peut être dressée par le joueur. Le jeu parvient à attirer la curiosité des journalistes et des joueurs grâce à son concept ambitieux, et aussi au bagou de Molineux, qui se révèle captivant en interview et dans la promotion du titre. Après une entrée de la société en bourse peu fructueuse, en même temps personne dans le studio n'avait l'idée comment ça marchait, ainsi qu'une multiplication des effectifs, Lionhead décide de subdiviser ses équipes, notamment pour travailler sur plusieurs jeux en même temps. C'est ainsi qu'une branche de Lionhead, nommée Big Blue Box, est créée. À la tête de Big Blue Box se trouvent deux frères, Dean et Simon Carter, deux rôlistes acharnés qui ont pour projet de développer Wishworld, un RPG avec des sorciers similaire à un autre succès de Bullfrog, Magic Carpet. Je crois que je vais gerber. Les deux frères imaginent un monde inspiré par la mythologie des fées, avec un univers imaginaire d'heroic fantasy incroyablement riche et complexe. The player experience was going to be quite simple. What would happen is you would be in the academy, you would be there with your set character, and they would have a particular strength in one particular kind of magic. For me, the idea that no two games would be the same, and you get these very, very different kind of playstyles emerging from it. Was very, very intriguing and interesting. Beaucoup trop complexe en fait. En démarchant les éditeurs, les équipes de Big Blue Box approchent Microsoft et choisissent de retravailler le projet, le rendant plus réalisable, orienté sur un système de morale bon-mauvais, et lui trouvant un nouveau nom. Ce jeu, d'abord identifié Project Ego, se nommera finalement Fable. La pré-production de Fable est dès le début très chronophage, puisque l'ambition du projet, même remaniée, est énorme. En fait, et c'est assez paradoxal, les têtes pensantes du projet, à commencer par Molineux, font fuser des centaines d'idées
idées alors que la base n'a même pas encore été définie, à commencer par quel genre de jeu on fait. Le gameplay n'est même pas encore décidé. On parle dès le début de génération procédurale du monde, d'un système économique émergent, de PNJ évoluant tout seul. En fait, ce sont les développeurs eux-mêmes qui se chargeaient de trouver des moyens de lier entre elles toutes les idées de la direction pour faire de Fable un projet cohérent. Et ce, pendant les 4 années de développement du jeu. Et à tout ce chaos, il faut rajouter une variable, et non des moindres, la mythomanie de Molineux. Car oui, ce cher Peter est constamment en tournée médiatique pour faire monter l'attente autour de Fable. Et c'est complètement absurde. Il promet que planter un gland dans l'enfance du personnage permettra d'avoir un chêne une fois adulte, un monde extrêmement ouvert et explorable, un mode multijoueur complet et allant même jusqu'à parler de Fable comme le meilleur RPG de tous les temps. Il faut apprendre à doser là. Après coup, Molineux affirmera ne jamais avoir menti, simplement qu'il fallait prendre ses déclarations avec des pincettes. Ah, des tenailles plutôt. Et qu'en développement de jeu, c'est toujours en évolution. Ouais, une belle manière d'avouer qu'il devait pas trop comprendre ce qui se passait dans son studio, surtout qu'il s'est excusé immédiatement après la sortie du jeu sur les forums de Lionhead. En fait, le studio a déjà du mal, surtout avec un premier jeu, et c'est bien normal, à faire la base. Un système de combat, de magie, d'expérience mêlé à une bonne histoire, c'est déjà un défi terriblement complexe et chronophage. Alors vous imaginez bien qu'ajouter tout ce genre de features, c'est peine perdue. Surtout que c'est la première fois que l'équipe réalise un RPG de leur vie et qu'ils se retrouvent avec la charge de révolutionner un genre qu'ils n'ont encore jamais expérimenté. Tu parles d'une sinécure. Et puis il faut que le jeu sorte sur la Xbox de Microsoft alors que la 360 sort dans pas trop longtemps. We're sitting around with our hands poised over the keyboard waiting for the test feedback to come back from Microsoft, saying there's a terrible problem in this area which needs fixing within 3 minutes. Nobody can go home. We're all sitting around waiting for something terrible to go wrong. It's like being at mission control during an Apollo mission or something like that. Ouais, ça fait de sacrées épines dans le pied de l'équipe. Quoi qu'il en soit, le jeu est finalisé et paraît le 14 septembre 2004. Fable. Dans Fable, nous incarnons un jeune garçon dans le paisible village d'Ogval, en plein cœur de l'Albion, l'univers de Rick Fantasy du jeu. C'est l'anniversaire de notre sœur Teresa, et pour lui offrir un beau cadeau, il va falloir récolter de l'argent en se comportant comme un bon citoyen ou un immense trouble. Le village est finalement attaqué et pillé, et notre héros est sauvé par un homme qui nous introduira à la guilde des héros pour suivre un intense entraînement. Tu faisais un cauchemar ou quoi? Ça arrive souvent les premiers jours. Il y en a qui tiennent pas une semaine. Ah putain, c'est la prépa le bordel. Une fois formé, on suit tout un tas de missions d'écrasage d'insectes, de tabassage de hobs, c'est des gobelins mais en surpoids, et de bastonnades avec des balverines, les loups-garous des bois. On sauve notre sœur, en fait bien vivante dans un camp de bandits, on devient le champion de l'arène de combat et on fait la connaissance de Jack of Blades, un sympathique jeune homme. Assurément quelqu'un de fiable. On part à la rescousse de notre maman, également bien vivante, dans une prison pas si bien gardée, et on est finalement capturé et emprisonné. C'est cool, plusieurs années au terme desquelles on parvient à se libérer et partir sauver notre sœur des griffes de l'abject Jack of Blades, sur le point de récupérer l'épée de notre ancêtre. Gros combat final au sein de la guilde des héros, Jack est éliminé. Pas pour longtemps, un méchant ça prend souvent des RTT. Et on nous laisse le choix, en fonction de notre morale, garder l'épée ou nous en débarrasser. Difficile de se débarrasser de la nostalgie quand on parle du premier Fable, et pour cause. C'est un jeu qui est magistralement conçu pour charmer le public qu'il vise, les jeunes joueurs, grand public, à la recherche d'un jeu d'aventure et de customisation. Univers de contes de fées colorés avec une direction artistique qui ose être autre chose qu'un univers de fantasy générique, ou une course au réalisme, donne un charme fou à l'ambiance du titre. En témoigne le prologue du jeu qui est, selon moi, une des meilleures introductions du jeu vidéo. Ce ne sont pas que toutes les mécaniques du jeu sont bien présentées, mais aussi le cœur du jeu, le système de choix binaire, la progression du personnage, l'histoire héroïque promise aux joueurs. C'est pas pour rien que quand on a mis le doigt dans l'engrenage, Fable ne nous laisse pas en sortir et nous récompense toujours de petits cadeaux visuels à travers ses environnements, ses cosmétiques et des innombrables personnalisations et simplement en termes de gameplay avec la progression des statistiques et d'options de personnalisation du personnage. Être chauve, ça donne plus 50 en charme. J'en connais un qui a des trucs à régler. Ajoutez à ça, bien évidemment, une des meilleures bandes originales de l'histoire du jeu vidéo, certes signée Danny Elfman, le compositeur historique de Tim Burton, mais c'est sans oublier le travail magique de l'injustement méconnu Russell Shaw et ses thèmes qui font la signature de toute la saga Fable. Je vous en supplie, donnez-lui la carrière qu'il mérite, il a quasi rien fait depuis. En fait, c'est sans conteste un jeu vidéo extrêmement bien conçu, solide sur tous ses appuis, quasiment dépourvu de bugs, et c'est un travail simplement remarquable et qui vieillit comme du bon vin, grâce à sa direction artistique impeccable. Ce qui m'a perturbé en y rejoignant en 2023, c'est que j'avais un souvenir de Fable comme un pur RPG, certes dans la catégorie des action RPG les plus accessibles, mais qui cochait toutes les cases du genre. Bon, en y rejoignant, on se rend compte qu'on a plus affaire à un Zelda-like rempli de fonctionnalités cosmétiques issues des Sims. Le système de progression est assez unique, plus on utilise sa magie, plus on gagne
gagnera de points de volonté, qu'on peut utiliser pour augmenter la puissance de ses sorts. La mécanique de progression est pensée pour nous conforter dans notre manière de jouer et rendre la formule la plus accessible possible. Et c'est ce qui rend la proposition de Fable absolument brillante. J'ai eu l'impression en jouant que les développeurs n'avaient pas de filiation avec le genre du RPG, en même temps c'est le cas, à la différence de BioWare ou Bethesda qui sortaient des jeux à la même époque, et que l'équipe voulait faire un jeu de zéro en essayant de capturer l'essence du genre, faire des choix, personnaliser son personnage et faire sentir une progression. Et ces trois attributs ont formé la structure du scénario et du gameplay de la formule Fable. Il faut bien manger pour ne pas grossir, notre personnage vieillit au fil des années, des cornes poussent sur le front si on est trop méchant, des tatouages arcaniques apparaissent si on utilise beaucoup la magie, etc. C'est ça la formule Fable en fait. Un agrégat de milliers de microsystèmes, de petits détails qui permettent en fin de compte, et avec la cohérence d'un ton et d'un univers, de se retrouver face à une vaste maison de poupées dans un monde de RPG relativement ouvert. Par relativement, entendez des tas de couloirs reliés avec des temps de chargement. Et c'est justement quand on fait ce constat qu'on se rend compte des limites de cette proposition de jeu en un. D'une part, le côté action RPG souffre d'un équilibrage très médiocre, d'une difficulté de base trop simple, d'un nombre trop restreint d'équipements différents et de zones vraiment trop petites. D'autre part, le côté cosmétique est assez inconséquent et superficiel. Certes, on peut se marier, certes on peut acheter une maison, certes on peut interagir avec tout le monde et faire des tas d'expressions via de superbes animations, mais finalement ça n'a aucune incidence sur l'histoire, les statistiques du jeu ou la façon de jouer. À l'heure de l'omniprésence de la mécanique de l'ARPG, ces gameplays intégrant art de compétences et personnalisation du personnage dans tous les jeux AAA, rejouer à Fable est très enrichissant, puisqu'il est sans doute le premier à avoir expérimenté ainsi cette formule, et force est de constater que, dès 2004, Fable en montrait déjà toutes ses limites. Fable, malgré la déception quant aux promesses non tenues par son lead designer, est un franc succès commercial et critique. Le jeu se vend à plus de 2 millions d'exemplaires, ce qui est un énorme chiffre, d'autant plus pour une exclusivité Xbox en fin de vie de la console. Le jeu est republié un an plus tard, en 2005, avec quelques niveaux supplémentaires et tout un tas de corrections, sous le nom de The Lost Chapters pour PC et Mac. Clairement la meilleure version du jeu. Ouais, fuyez la version Anniversary, je sais pas ce qu'ils ont fait à cette pauvre interface, mais c'est une horreur. Lionhead se penche assez vite sur le projet Fable 2, alors que le studio finalise le God Game Black and White 2 et le jeu de gestion de cinéma The Movies, qui ne sont pas vraiment les succès espérés par le studio. Pourtant les deux jeux sont très cool, donnez-leur une chance à l'occasion. Heureusement, le succès planétaire de Fable suffit à assurer les arrières de Lionhead, qui est entièrement racheté par Microsoft dès 2006 pour 20 millions de dollars, littéralement une bouchée de pain au vu de ce que représente le studio. Le projet crée une exclusivité solide pour la jeune Xbox 360, en surfant sur le gameplay unique du premier Fable. Le studio a d'abord l'ambition de faire du cœur de gameplay de Fable 2 quelque chose de plus solide, en améliorant la magie et les combats, mais assez vite, la direction veut voir plus gros. L'accent est mis sur la narration et l'attachement du joueur au personnage, d'où l'idée très tôt d'intégrer un chien comme compagnon. Ouais, Molineux venait d'avoir un chien, vous l'avez deviné. L'idée divise pas mal entre les développeurs et les têtes pensantes, entre la volonté de consolider les acquis fragiles de Fable 1 et les nouvelles idées pour faire de petites révolutions. Bon, en tout cas, Molineux semble, provisoirement en tout cas, s'être calmé sur les promesses et se montre beaucoup plus prudent avec les journalistes. What I did with all of these games, and this is not an excuse at all, is talking to people in the same way as I talk to the team. If you're going to make a game like Fable, why wouldn't you say, let's make the greatest role-playing game of all time? What possible reason would you want to make a game, a role-playing game, without trying to make it the best role-playing game of all time? And what I didn't realise is that became a promise. My feeling is that I overpromised not because I wanted to lie to people, or because I wanted for people to believe something that the game wasn't there. It's something that I believed at the time. Le développement prend également une autre ligne directrice, la simplification. On tente par tous les moyens de rendre le système de jeu le plus accessible possible, et de nombreuses features, même déjà présentes dans Fable 1, sont retirées. Aussi, le studio agrémente son moteur maison utilisé sur Fable 1 avec la technologie Havok, la Rolls-Royce des moteurs 3D de l'époque. Le développement, à cause de ces différences de vision, prend beaucoup de temps, et Microsoft accorde 1 an de développement supplémentaire au studio, qui fait entrer l'équipe dans une longue phase de crunch de 6 mois, éreintante pour tout le monde. Le jeu entre dans sa phase finale de développement et sort le 21 octobre 2008. For every choice, a different destiny. Who will you become? De retour en Albion 500 ans plus tard, l'univers de Fable 2 a sensiblement évolué. Les villes ont triplé de volume, les armes à feu sont apparues, et de manière générale, le monde est devenu un roman de Charles Dickens. On incarne un petit garçon ou une petite fille avec une grande sœur qui, comme dans le premier jeu, doivent récolter des piécettes pour acheter une intrigante boîte à musique à un marchand itinérant. On récupère 5 pièces avec plus ou moins de morale, et une fois l'artefact acheté, on est invité chez Lucien, le seigneur de Bowerstone, qui se rend compte de notre ascendance. Nous sommes un héros, tout comme dans l'opus précédent. Lucien tue notre sœur et nous pousse d'un immeuble de 35 étages. Heureusement, Teresa, notre sœur dans Fable 1, nous sauve la vie. Ouais,
gravité en Albion, elle est très gentille. Et nous entraîne à devenir un héros. Toute la suite du scénario visera à se venger de Lucien, en rassemblant 3 champions correspondant aux 3 caracs améliorables du jeu. La championne de la force avec son gros marteau et son cœur d'artichaut, le champion de la volonté qui nous poussera à nous engager comme garde crapuleux plusieurs années pour le sortir du chantier d'un édifice qui a l'air très sympa, et enfin le héros de l'adresse, sans doute un des PNJ les plus insupportables du jeu. Mais dis donc, tu as perdu de ta vivacité. C'est bas ce que tu fais. On mène un assaut final sur la forteresse de Lucien, accompagné de nos 3 compères, pour combattre le boss final dans un épique combat extrêmement... Ah, c'est tout ? J'ai cru qu'il ne se tairait jamais. Bah après on a un choix final à la Mass Effect qui est proposé en dialogue par Teresa, on choisit et c'est la fin. En tant que bon vieux joueur PC et PlayStation, je suis passé complètement à côté de cette exclusivité légendaire de la Xbox 360 qui a marqué au fer rouge tous les possesseurs de la console. Ouais, vous aviez ça et allô, vous pouvez pas savoir à quel point je vous envie. Fable 2, c'est Fable 1 multiplié par 3. Les zones sont immenses et permettent des déplacements beaucoup plus libres, les options de personnalisation sont vertigineuses, et aux 1000 détails qui font le bac à sable de Fable 1, Fable 2 en ajoute un autre millier, comme avec les petits jeux pour travailler et gagner sa croûte, l'achat de propriétés pour les faire fructifier et la possibilité d'avoir des enfants et de les voir grandir. Le chien est aussi une énorme réussite du jeu en termes d'animation et de possibilités, puisqu'on peut le dresser et l'améliorer. Ah, et puis il est vraiment trop mignon. Aussi, là où Fable 2 se démarque qualitativement, c'est que le système de jeu est bien mieux équilibré et que le mode coopératif fait vraiment plaisir. Aussi que, manette en main, on a beaucoup moins le sentiment d'un gameplay hasardeux qu'auparavant. Et puis, c'est sans parler des graphismes somptueux, respectant une nouvelle fois la direction artistique du premier, des cinématiques épiques et qui nous en mettent plein la vue. Du coup, Fable 2, il est bien meilleur que Fable 1. Ouais, plus veut pas forcément dire mieux, et là clairement la quantité a souvent primé sur la qualité. Bon, il y a évidemment des aspects que j'ai largement préférés dans cet opus, l'histoire bien mieux écrite et plus touchante avec des intrigues bien ficelées qui trouvent des conclusions miroirs bien malines, tout comme les dialogues qui font toujours mouche. Ouais, merci à la traduction française et au doublage impeccable. Les musiques, comme d'habitude, rien à redire, et c'est magistral, les mélodies au violon, c'est juste trop beau. Mais bon, c'est bien, mais c'est pas trop demandé d'avoir un personnage maniable. Allez, passe la porte. Bouge! Ah, et la trahison absolue du concept de monde ouvert, c'est cette traînée lumineuse de merde qui indique en continu où aller chercher la quête. Ah, c'est pas le seul jeu à tomber dans l'écueil, mais ça brise complètement l'immersion dans l'exploration du monde, l'appel à l'aventure. Ouais, je le dis et je le maintiens, contentez-vous d'une boussole à la Skyrim, c'est bon. Enfin, surtout qu'on a un chien, bon sang, il indique déjà les coffres, pourquoi il s'avancerait pas progressivement vers l'objectif sans envahir l'écran de ce vomi qui brille là? Ajoutez à ça des régions avec bien moins d'identité que le premier jeu, ça ne pousse pas vraiment à aller l'explorer, et aussi le jeu souffre de beaucoup plus de bugs, notamment dans les lumières, en plus de clipping à l'écran. Bah, je vous rassure, rien qui fait de Fable 2 un jeu moyen, ou encore moins un mauvais jeu, mais le jeu semble s'entêter dans les défauts du premier opus, en ajoutant toujours plus de détails immersifs, tout en ayant l'intelligence de les rendre un peu plus conséquents. Bah, ceux qui aiment casser le jeu en devenant millionnaires seront très heureux, mais en fragilisant les bases solides sur lesquelles le gameplay se constitue, et qui devrait être la base d'un jeu d'action, ce que Fable est. Et les ficelles se voient d'autant plus, comme en témoigne le choix final si peu satisfaisant, et ne prenant jamais en compte nos actes. Alors, la puissance de la formule Fable demeure, mais on sent qu'elle se fissure et que ses limites sont de plus en plus évidentes. En témoigne le système de réputation qui nous oblige à farmer des quêtes secondaires avant de continuer la grande histoire. Ah c'est bon, j'ai l'impression de faire mes devoirs là. Ouais, déjà en 2008 et ça sévit encore aujourd'hui. En bref, même si les limites de Fable 2 sont évidentes, ça reste facile de le juger en 2023 avec nos yeux de joueurs contemporains. Clairement, découvrir ça à l'époque c'est dingue et il reste un titre sincère, solide et qui réussit toujours à façonner ce vertigineux bac à sable de conte de fées. Fable 2 est sans conteste le pic de la carrière de Molineux et du studio Lionhead. Le jeu se vend par palettes entières et pas moins de 3,5 millions de copies de Fable 2 sont vendues en moins de 2 ans, écopant des meilleures notes de toute la saga de la part de toute la presse. Lionhead, désormais un des studios les plus rentables de Microsoft, se lance sur de nombreux autres projets et croise alors la route de l'objet qui amorcera la chute du studio. Can we make you the controller? We can. La Kinect. Ce projet de caméra capturant les mouvements du joueur, lancé en grande pompe par Microsoft, convainc Molineux, toujours adepte de ce genre d'expérience bizarre et immersive, et donc lancé le développement de Project Milo, ou Milo et Kate, proposant d'interagir avec un enfant ami imaginaire. Putain mais sérieux, mais qui avait l'idée ce truc? Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'idée est pas du goût de toute l'équipe, qui a conscience des limitations de la technologie et qui trouve l'idée d'interagir aussi librement avec un enfant, que les dérives pourraient arriver très vite. Ajouter à ça une promotion du projet avec une vidéo complètement bidon, le développement est carrément abandonné. En parallèle,
parallèle, bien sûr, Fable 3 est en développement, mais bouleversé par l'organisation de Microsoft qui assigne les développeurs de Lionhead à d'autres projets, faisant largement ralentir la conception du troisième opus. Aussi, la direction du studio a développé une obsession pour tenir les délais serrés demandés par Microsoft. Ainsi, la temporalité du développement de Fable 3 s'est retrouvée bouleversée. En témoignent des niveaux spectaculaires adjacents, des séquences hyper bâclées. Évidemment, le facteur molineux est de plus en plus compliqué à gérer, son travail de lead designer devenant petit à petit celui d'un mec qui débarque pour lancer des idées. Désormais affilié aux têtes pensantes de Microsoft, Molineux semble devenir un boulet que doivent se trimballer les développeurs, car bien sûr, en n'ayant plus du tout les pieds sur terre, avoir des idées hors sol, c'est beaucoup plus facile. C'est genre les tomates en hiver, enfin, ouais bon, oubliez. Et puis, le moins qu'on puisse dire, c'est que les développeurs, mais aussi la presse, en ont définitivement leur claque. Fable 3 subit alors de grosses coupes dans le scénario et dans les fonctionnalités souhaitées par les développeurs. La direction n'a jamais demandé à Microsoft d'allongement sur la durée du développement, et par respect absurde des deadlines, les développeurs ont travaillé d'arrache-pied, enchaînant d'interminables semaines de travail pour conclure Fable 3 dans les temps. Là où il devait y avoir 2 jeux en un, le studio n'aura le temps de faire qu'un jeu et demi, voire un jeu écart. Temps total de développement de Fable 3, 18 mois. C'est donc le 26 octobre 2010 que Fable 3 est publié. De retour en Albion 50 ans après Fable 2, la révolution industrielle est passée par là, et nous incarnons un prince ou une princesse qui, enfin, n'est plus muet. Nous sommes un descendant du héros de l'opus précédent, et notre frère Logan règne sur l'Albion comme un vrai tyran dictateur. À problèmes extrêmes, mesures mesurées. Il nous fait bannir, exécutant au choix notre amant ou des innocents. Et désormais en exil, nous allons devoir rallier à travers l'Albion tous les marginaux, les rebelles et les factieux face à la tyrannie de Logan. On accumule ainsi des tas de promesses en l'échange du soutien politique et militaire de toutes les rébellions, les gitans des montagnes, la résistance de Bowerstone, le peuple mystique du désert d'Aurora, etc. Toutes les factions sont rassemblées et on lance l'assaut sur Bowerstone. On destitue Logan et la première partie du jeu se termine par notre couronnement. Dans l'acte final du jeu, nous devons faire face à nos responsabilités quant à nos promesses passées et notre rôle de roi de l'Albion. La menace du tortureur, celle qui a poussé notre frère à régner tyranniquement pour se préparer à son assaut, est imminente et nous devons peser le pour et le contre de chaque décision et jongler entre promesses à tenir, armées à préparer et conditions de vie du peuple à améliorer. L'assaut final se déroule en quelques dizaines de minutes et on va botter les fesses du tortureur sans trop vraiment de conséquences. Le mal-aimé de la saga, le fameux canard boiteux de la trilogie qui se fait descendre à tel point qu'on ne peut lire une rétrospective sur le net sans qu'un tacle soit adressé à ce pauvre Fable 3. Alors, qu'est-ce qui va pas avec cet opus ? Bon, déjà, ce qui a noté, c'est les changements considérables dans la formule Fable. Déjà, fini les points de compétences colorés qui améliorent la façon de jouer préférée du joueur. Maintenant, la progression se fait avec un capital de points d'XP commun, et les capacités ne se débloquent qu'à des moments clés de l'intrigue, et non plus selon la progression propre du personnage. C'est un changement assez radical qui fait perdre pas mal de liberté, liant la progression de l'intrigue à celle des statistiques. C'est une RPG un peu trop sur des rails. Aussi, techniquement, le jeu crache tous ses poumons pour livrer un monde magnifique, très peuplé avec des environnements qui s'étendent à perte de vue, en sacrifiant donc toute fluidité et en demandant clairement trop à cette pauvre Xbox 360. Ouais, c'est là où je remercie le cloud gaming. Aussi, toutes les fausses bonnes idées du jeu, des animations magnifiques mais si lentes, notamment les ralentis épiques en combat qui font juste tomber le rythme, plein de façons de régler les combats avec des armes variées mais une difficulté encore bien trop basse, et aucune résistance. Et toujours les mêmes défauts que dans les autres jeux, trop de cosmétiques, pas assez de fond, et à un tel point où ça devient forcément flagrant et inexcusable, surtout que l'univers enchanteur de contes de fées est définitivement derrière nous. Mais bon, ça encore, c'est selon moi clairement pour le mieux. L'univers est extrêmement intéressant, la manière dont l'industrie a saboté les paysages de l'Albion et sa militarisation s'est imposée, franchement, j'adhère complètement aux changements drastiques qui sont parfaitement justifiés. Alors certes, les événements du jeu précédent ne sont à aucun moment pris en compte, mais, et beaucoup seront pas d'accord avec moi, en échange d'un scénario qui m'a franchement parlé. Je sais pas, l'histoire d'un noble déchu qui doit faire ses preuves face à toute la marginalité de l'Albion et qui, par le biais de promesses impossibles à tenir, fait une alliance de circonstances en convainquant un à un les militaires renégats, les vagabonds des montagnes, les érudits exilés et les guildes disparus. Bah ouais, moi ça me parle. Et forcément, et vous en doutez si vous êtes allé au bout du jeu, ouais, il faut parler de l'acte final. Je vous l'accorde, c'est pas dingue. Tourner en rond dans le château pendant 2h30 et aller prendre des décisions pas évidentes par le biais d'un dialogue tout bête, pour au final comprendre que y a pas de bon choix. Ouais, on a vu mieux clairement, mais mine de rien, moi j'aime bien l'idée. Savoir que son trône est bâti sur le soutien d'hommes et de femmes à qui nous devons fidélité, et
nous donner la possibilité de tous les envoyer balader, c'est franchement une pure idée de RPG que j'ai rarement vue ailleurs. Le souci c'est que ça ne se traduit pas en termes de jeu, et on sent que Lionhead n'a pas eu la possibilité d'aboutir cette vision. Ah, que voulez-vous, ça sera pas la seule fin ambitieuse se réglant à coups de lignes de dialogue et que j'apprécierai malgré tout. Oui, bah je parle de KOTOR 2 dans ma vidéo si je veux, oh. Et puis oui, la bataille finale elle est franchement tiède, et tous nos choix, comme d'habitude dans la saga, ne sont de l'ordre que du cosmétique, sans aucune conséquence sur le dénouement censé être grandiose de ce troisième opus. Mais c'est oublier tout le reste, les meilleures quêtes secondaires de la saga avec une écriture de dialogue toujours plus fine et drôle, qui lorgne du côté de Sherlock Holmes, les personnages marquants comme Wilson ou Page, et des séquences tellement mais tellement brillantes. La trahison de Logan, la pièce de théâtre, le jeu de rôle des sorciers, la première rencontre avec le tortureur suivi de la scène dans le désert. Non, franchement, les séquences qui m'ont le plus marqué de toute la saga, elles sont dans Fable 3. Je pense très sincèrement que ce troisième opus mérite un nouveau regard aujourd'hui, surtout au vu de l'évolution de l'industrie. Les mécaniques de light RPG sont toujours aussi efficaces, surtout mélangées à ces mécanismes d'immersion poussés dans ces derniers retranchements, au vu de la formule, et les graphismes ont toujours la patte qui rend le jeu intemporel. Enfin, ça, c'est si on pouvait y jouer autrement qu'en cloud gaming. Putain, mais Microsoft! L'accueil de Fable 3 est pour le moins mitigé et récolte les notes les plus basses de toute la saga Fable. Même si la critique reste globalement positive et que le jeu se vend à plus de 3 millions d'exemplaires, cela reste en dessous des espérances du studio et de l'éditeur. Et c'est à partir de ce moment-là, coïncidant avec la pire période de l'éditeur Microsoft, Kinect, Xbox Démat, Halo 5 et j'en passe, c'était un enfer, que la saga Fable amorce son lent déclin. Cela a d'abord commencé avec le projet Fable Journey, une adaptation de Fable pour la Kinect, et en puisant dans le travail abattu pour le projet Milo. Les développeurs ne sont pas convaincus par l'idée, un RPG c'est avant tout la liberté d'exploration, difficile de demander à un joueur de rester debout pendant des heures pour se balader dans le monde de Fable, et puis le temps de développement extrêmement court, les deadlines impossibles à renégocier et la transformation du jeu en un rail shooter très médiocre, Fable Journey a fini par être une immense déception, surtout que Molineux a encore une fois menti, promettant que l'expérience de jeu ne serait pas sur rail. Lionhead se divise alors profondément et les employés partent au compte-gouttes. Déjà, les vétérans ayant travaillé sur Black & White ont formé Media Molecule, les créateurs de Little Big Planet pour Sony. Les frères Carter quittent également Lionhead pour fonder Another Place Production, faire des jeux mobiles. Et puis enfin, Peter Molineux lui-même, après d'énormes tensions avec les dirigeants de Microsoft, finit par fonder 22 Cans, faire des projets bizarres et revenir aux God Games qu'il apprécie tant. Microsoft, propriétaire de la licence Fable, s'embourbe alors avec leur stratégie hasardeuse pendant toute la décennie 2010. D'abord avec de mauvais jeux mobiles, suivis de Fable Heroes, une purge vidéoludique extrêmement laide pour le Xbox Arcade, puis Fable Anniversary, un remaster du premier opus en 2014, et le projet Fable Legends, un RPG collaboratif free-to-play dont le développement n'aura fait que s'éterniser. C'est le 7 mars 2016 que Microsoft annonce soudainement la fermeture de Lionhead, vécue comme un choc par tous les employés. Fable 4 devait entrer en production après Fable Legends, mais tous les espoirs du studio se retrouvent ainsi réduits à néant. Les développeurs, comme souvent, décident par la suite d'ouvrir leur propre studio pour continuer à développer leur projet. En résulte la création de Flaming Fall Studios, reprenant un projet de jeu de cartes à collectionner Fable, Fable Fortune, développé à la fin de la vie de Lionhead, tandis que d'autres sont partis former 2 Point Studios, développer des jeux de gestion comme à la belle époque. De son côté, Microsoft a gardé la licence Fable sous le coude et a même fini par émettre des regrets quant à la gestion de la licence et de son studio. Après de gros changements structurels au sein de Microsoft, il est annoncé en 2020 que la série pourrait prendre un nouveau départ, confié à Playground Games, les développeurs des jeux de course Forza. Un studio qui, certes, n'a jamais expérimenté le genre RPG, comme Lionhead en son temps, ce studio qui a su réinventer un genre sans même en être un vétéran. Désormais, la trilogie Fable jouit d'un statut culte et est gravée dans la mémoire de tous les joueurs et toutes les joueuses, et surtout ceux et celles ayant découvert jeune, comme moi. La meilleure manière de redécouvrir cette licence est via le cloud gaming dans le Xbox Game Pass, permettant de jouer aux 3 jeux principaux de la saga, ou alors de vous trouver une 360 quelque part et écumer les rayons de jeux d'occasion. Fable 2 n'ayant jamais été porté sur PC et Fable 3 n'étant pas dispo sur Steam, GOG ou autre, je vous conseille donc la première solution. Toujours est-il que je vous remercie chaudement d'être arrivé à la fin de cette vidéo. La saga Fable est assez unique dans le paysage du RPG des années 2000 et j'espère vous avoir appris de nouvelles choses sur cette histoire assez bien documentée. Contrairement à d'autres épisodes de XP où la chasse aux infos était, disons, plus complexe. Pour me soutenir, je vous enjoins à jeter un œil du côté de ma page Patreon, sur laquelle vous pouvez me faire un don pour m'aider à la réalisation de ce format de vidéo. XP est un format qui me demande beaucoup de temps d'écriture, de recherche et de montage et que je fais avec passion plus mon activité professionnelle. Toute aide me permet de m'investir plus encore dans la réalisation des vidéos et de vous fournir la meilleure qualité possible. Je vous enjoins également à partager l'épisode, à le liker et à vous abonner et à dire en commentaire votre lien avec la saga Fable, votre avis sur son évolution et ce que vous attendez du futur opus de Playground Games. Je serai très heureux de vous y lire. Sur ce, je vous dis à la prochaine.